Chers auditeurs, bonjour, j'ai un immense plaisir aujourd'hui. Je suis reçu en fait par les éditions Huguin et Menin pour parler d'un projet, un projet cinématographique. J'ai en face de moi Jérôme Ouibon. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue à la radio du cinéma. Merci. Alors on va parler de cinéma, mais on va parler de cinéma dans une déclinaison plutôt entre guillemets littéraire et en particulier une déclinaison de bande dessinée. Oui. Avant ça, on va faire un peu connaissance. Jérôme Ouibon, qui êtes-vous ? Je tourne autour du cinéma, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Je réalise plusieurs documentaires sur le cinéma. On peut donner quelques exemples parce que ça vous a valu des prix, oui, en tout cas une reconnaissance véritable. Donc on peut quand même évoquer La Troupe du Splendide ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. J'ai Voilà. fait un documentaire sur La Troupe du Splendide pour France Télévisions. J'ai aussi fait plusieurs portraits de réalisateurs qui sont importants pour moi, comme Jean-Paul Rapneau, Pierre Jolivet. Qui sont importants tout court, du Oui, reste. oui, mais voilà, c'est des cinéastes que j'aime beaucoup. Et puis, je me suis fait un documentaire sur le Festival de Cannes 68, qui s'était arrêté, commencé suite aux événements. Bien Et sûr. voilà, ce qui raconte l'histoire du cinéma à travers des documentaires. Et parallèlement à ça, je dirige une collection de Blu-ray chez Studio Canal consacrée au cinéma français. Blu-ray, donc support physique. Bravo. Support physique, Bravo. voilà. Avec Donc on peut avoir une petite bibliothèque à la maison, en fait, de certains films, entre guillemets, cultes, en tout cas à vos yeux, peut-être, ou qui ont marqué l'histoire du cinéma français ? Alors oui, et puis qui montre aussi un panorama de ce que, comme c'est consacré à une décennie, en ce moment c'est les années 80, c'est un panorama de ce que la production française a pu proposer dans les salles. Donc c'est très varié, j'aime beaucoup ce côté qui s'entrechoque de comédie, drame, policier, le néo-polar initié par Diva et autres. C'est intéressant de les confronter et de mélanger les années de 81 à 89, voilà, et surtout de célébrer aussi parfois des nouveaux cinéastes qui sont apparus, mais aussi des nouveaux comédiens, Bernard Giraudot, voilà, donc ou Gérard Lanvin, qui ont été très très présents dans les années 80, de se rappeler de ça en fait, certains films un peu oubliés parfois, et toujours accompagnés d'archives en fait autour de ces films, ce que je tiens beaucoup et ce qui était ma demande au départ avec Studio Canal et qu'ils ont évidemment embrassé. Ouais. Surtout quand les comédiens ou réalisateurs avaient disparu, de retrouver des archives. Là, je travaille sur un film avec Bernard Giraudot, donc il y aura une longue interview de Giraudot sur ses débuts de carrière. Voilà, et parfois je retrouve aussi des scènes coupées, des choses comme ça. J'aime beaucoup cette collection et qui grandit. Là, déjà sorti 50 films, hein. Ouais, je suis assez content. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors justement, c'était une question, mais je vous qualifie un peu de fouilleur dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez comme ça, en fait, essayer de déceler des pépites qui vont non seulement en fait éclairer tout un pan de quelque chose qu'on a aimé ou apprécié et qui finalement vont nous faire, entre guillemets, et on va revenir à ça sur le livre, mais finalement, en réalité, si vous me permettez cette image, pour moi, le résultat, la résultante artistique et culturelle d'un film, c'est un prisme qui représente un faible pourcentage de tout le projet culturel dans son ensemble. Et donc tout le côté cuisine, entre guillemets, qui correspond en réalité à votre ADN. Parce que vous, pour le coup, vous allez sourcer comme ça un tas de petites pépites qui contribuent à la compréhension un peu meilleure de certains films. Et au bout du compte, vous en faites une sorte de conglomérat et ça donne lieu à ces fameux Blu-ray pour Canal+. Et évidemment, pour le projet qui nous réunit aujourd'hui, donc une bande dessinée, Huguin et Menin sont venus en fait vous voir en vous proposant une idée. En l'occurrence, donc vous avez à la base, donc vous êtes un scénariste, vous avez donc un certain propos littéraire, une écriture, un narratif particulier, d'accord. Et autour de ça, je ne sais pas comment s'est opérée la rencontre avec donc Tony Cittadini, qui est un illustrateur, un dessinateur, mais qui fait aussi un coloriste. On va évoquer ça justement par rapport à ce projet-là. Là, on est venu vous voir en vous disant, voilà, Jérôme, on aimerait en fait raconter tel film, en l'occurrence donc Les Dents de la Mer, puisque c'est le point de démarrage de cette série donc qui va s'appeler, de cette collection pardon, qui va s'appeler Biopic, d'accord, que vous inaugurez, voilà. Et donc on est évidemment très content de vous accompagner dans cette aventure, qui est une très jolie aventure, parce que concrètement, quel plaisir on peut avoir comme ça à finalement à éclairer les gens
de tout un savoir qui finalement est su que par les puristes, des gens extrêmement curieux qui appartiennent à l'univers du cinéma, mais qui potentiellement pourraient aussi intéresser le public qui reste passionné par le cinéma. Oui, c'est vrai que Guy Némunine est venu me chercher. Vous le prononcez beaucoup mieux que moi. Ouais, pardon. En fait, c'est l'habitude parce que j'ai déjà fait plusieurs livres avec eux. Absolument, je voulais l'évoquer aussi. J'avais fait un livre sur le tournage du Magnifique de Philippe de Broca, qui est un film très important pour moi, et on avait fait un très beau livre de photos. Et puis, j'avais raconté aussi par ailleurs l'histoire de l'émission Temps X. Ah oui. Donc c'était important. Et c'est vrai que donc la biopic. Il y avait... X, on rappelle quand même, sur TF1 le samedi. Voilà, avec deux les frères Bogdanov, deux extraterrestres avant l'heure, habillés en gris métallique, là, en fait, ça, et qui néanmoins, en fait, ont désacralisé, ou plutôt rendu accessible le monde de la science-fiction, le cinéma de genre, etc. On peut quand même leur tirer un peu le chapeau. Alors, ils avaient un côté très mythomane et plein de défauts, mais ce qui était intéressant, pour revenir 2 secondes sur Temps X, c'est que ça crédibilisait la science-fiction qui était assez prise de haut par la télévision française. Et plutôt trop intellectualisée, entre guillemets. Non, mais méprisée. Il y avait du mépris pour la science-fiction, et parce qu'elle était souvent anglo-saxonne, et c'était une époque où il y avait un anti-américanisme assez fort en France. Donc là, il y avait une volonté de célébrer et surtout de montrer les qualités de ce courant. Ce qui a permis, je pense, Temps X, le livre raconte ça, et voilà, c'était un joli projet qu'on avait eu. Et donc sur Biopic, pour revenir aux Dents de la Mer, donc il y avait cette envie de raconter en bande dessinée les coulisses de grands films. Et moi, tout de suite, j'ai pensé aux Dents de la Mer, en fait, de Steven Spielberg, parce qu'on sait que la production a été quand même chaotique. On sait aussi que le résultat est brillant. Alors c'est tout l'objet du livre. Hein. C'est ça. Là, clairement, en fait, quand il ne s'est rien passé sur un film, c'est compliqué de faire 200 pages. Pour le coup, il y a des films, il y a des chefs-d'œuvre où vraiment le tournage s'est très bien passé, ce qui est forcément un peu, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais là, il faut resituer les choses dans leur contexte. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais on fête le 50e anniversaire cette année, donc c'est peut-être pas tout à fait par hasard si ce livre arrive cette année. Alors moi, j'y ai pas pensé tout de suite, mais c'est vrai que. Mais au-delà de ça, on est donc en 1975 quand le film sort. Évidemment que d'un point de vue technologique, on est loin de l'IA, hein, si je peux dire ça comme ça. Et donc forcément, ça veut dire que il y a tout un tas d'adversités, puis il y a une prise de risque. Steven Spielberg, c'est pas son 50e film. Peu de gens lui font confiance au niveau, en fait, où on le connaît. Et donc, du coup, il y a une prise de risque, tout ça est bien expliqué. Je ne veux pas spoiler l'histoire, parce que c'est une vraie histoire. Et ce que je voulais vous dire, et ça c'est vraiment génial, c'est qu'en fait, au-delà d'une BD, c'est que c'est quand même, on devient un acteur du livre, on vit des choses, et on a l'impression d'exister dans cette histoire. C'est quand même très filmique. Alors c'est ça, c'est quand même fabuleux. Alors c'est l'avantage de la bande dessinée pour le coup. Moi qui ai beaucoup raconté des tournages dans des documentaires et des bonus et des choses comme ça, c'est que c'est souvent raconté par les gens qui les ont vécus pour le coup. Donc on a la parole et tout ça, mais le recul aussi. Alors que la bande dessinée permet de raconter aussi les coulisses, mais c'est incarné. C'est-à-dire que c'est en direct, en fait. Et c'est la vraie différence, et ce qui m'a beaucoup intéressé dans cet exercice, parce que je n'avais jamais scénarisé, une bande dessinée, c'était voilà, les gens, au départ, d'habitude, nous racontent leurs souvenirs, et là, ils les vivent, en fait. Ils vivent le temps présent, ce qui change complètement la donne, et forcément, on a envie d'être du côté de Spielberg et de ses équipes, pour voilà, vivre ça et intensément. Ça permet aussi forcément, tout n'a pas été documenté dans l'histoire du film. On n'a pas de photos, des repérages, de certains événements. Je pense à une rencontre qu'a Steven Spielberg à un moment avec Gregory Peck pour lui demander une autorisation. Forcément, Spielberg avait raconté cette histoire, mais il n'y a pas de photos, il n'y a pas de... Et puis c'est une ligne, en fait, ça dure 20 secondes. Moi, avec la bande dessinée, on peut prendre le temps s'appuyer sur... Parce que tout est vérifié, j'invente rien du tout, mais on peut prendre le temps de développer certains éléments de cette histoire, de ces coulisses. Parce qu'autant, c'est vrai que l'histoire du tournage de Dents de la Mer a été
très documenté dans la littérature anglo-saxonne. Il y a beaucoup de livres autour de ça. Pas chez nous, pour le coup, donc peu de choses nous étaient parvenues. Il y a eu beaucoup de documentaires aussi autour du film, de ses coulisses et tout ça. Alors ça, on précise évidemment que ça vous a inspiré énormément. Oui, parce que c'était des sources. Temps, hein. En fait, j'ai constaté que sur la durée, vous avez pris du temps pour bien vous documenter sur les plus grandes étapes finalement de cette pépite qui est la synthèse de tout ce que vous avez appris et découvert, et que vous nous transmettez tel un passeur. Et vraiment, j'insiste là-dessus, ce que j'ai adoré, c'est archi immersif. Ça veut dire que quand les gens parlent, on a l'impression d'être la deuxième, troisième personne dans la même salle, au même titre que cette interview en fait. Et ça, c'est puissant. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a un rôle dans ce livre. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté un peu monographique. Alors, il faut saluer quand même le travail de Tony Cittadini, hein. Donc c'est un illustrateur. C'est rare de voir des bandes dessinées. Imaginez du noir et blanc, mais c'est que du vert. C'est un vert délavé. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. J'allais dire véraniste, mais pas du tout. C'est un vert super classe, assez intemporel, qui donne finalement à ces visages une dimension un peu sculpturale. Et quand le point de vue devient un peu anxiogène, où on sent qu'il y a quelque chose qui rôde, le sang à travers cette couleur rouge. Je trouve que rien que ça donne un peu l'atmosphère, la sonorité. On a eu John Williams pour le jour du film. Vous savez, ces deux notes, hein, refaites-moi ça en live. Hein, on est d'accord, hein, on est sur ça. Et ça a fait le tour du monde. Et c'est ce qui a rendu ce projet culte. Et là, je trouve qu'à travers la chromie, on est quasiment sur cette nature émotionnelle. Corrigez-moi si je me trompe, mais... Non, et puis Tony a nourri les cases et surtout mon texte. C'est très cinématographique dans la composition. C'est-à-dire que j'avais forcément certains points de vue sur ce à quoi devaient ressembler les cases, mais lui, il est aussi venu avec des idées à transformer. Alors, parfois, il fallait qu'on se fasse attention de rester exact par rapport à la narration et ce qui s'est vraiment passé, donc de pas imaginer des choses. Mais il a nourri, je repense notamment à la scène où la jeune veuve gifle le Martin Brody dans le film. Et elle a vraiment giflé Roy Scheider parce que c'est une comédienne amateur. Et lors d'une prise, elle a fait valser ses lunettes. Et il m'a dit, mais on peut faire sortir les lunettes de la case pour lui donner plus d'impact. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, de ce qu'a apporté. Pour prouver le narratif. C'est ça. Pour prouver le narratif, l'efficacité. Et accentuer la violence, l'émotion et la violence du tournage de cette scène. Donc voilà, il a eu plein d'idées comme ça, notamment aussi... le tournage de la cage avec le requin et des choses comme ça. Donc oui, on s'est nourris l'un l'autre sur ces éléments-là. Alors deux questions en fait, Jérôme. Comment s'est fait la rencontre avec Tony ? Eh bien, je ne l'ai jamais rencontré. C'est drôle. Non, c'est juste parler comme ça parce qu'il est en Italie et donc. D'accord. Oui, ça sonne très voilà. Mais ça n'a pas empêché Vous avez la collaboration. On a télétravaillé. D'accord. Félicitations parce que le résultat est très probant. Ouais. Et je veux préciser aussi quelque chose, c'est que par moment, on a des pleines pages. Et quel cadeau. Oui, mais ça c'était important parce qu'il fallait parfois ralentir parce qu'il y a beaucoup d'infos. Je pense. C'est vrai. Et parfois, vous l'avez justement dit, il y a 180. Alors la dernière partie, c'est un scientifique, ça j'ai trouvé ça aussi très pertinent, on va en reparler, mais il y a 180 pages au moins de dessins, ou à peu près, et franchement, le rythme il est effréné. Donc il fallait temporiser et puis forcément, autant le film a généré dans l'inconscient collectif des images, des souvenirs visuels forts, mais le tournage aussi, il y a eu des moments forts de conception, donc il fallait aussi s'attarder là-dessus, et donc c'était important. Alors justement, en fait, je me suis posé la question quand, je vous avoue Jérôme que je ne connaissais pas votre travail avant de découvrir cette bande dessinée, et je me suis dit finalement dans une autre vie, Jérôme il aurait pu travailler pour la police, dans une brigade de recherche, parce que finalement en fait, le travail que vous fournissez, c'est un peu de l'investigation, et clairement en fait, ce que vous arrivez à extraire de tout ça, ce sont des pièces à conviction. Oui, et puis on pourrait même faire le parallèle aussi avec l'archéologie. Moi, on m'a parfois qualifié très gentiment, ça m'avait beaucoup plu, je dois dire, d'être un archéologue du cinéma. Et c'est un peu ça. Archéographe ?
Oui, c'est ça, de se dire... On va inventer une dénomination pour Jérôme. Non, mais je ne suis pas le seul, hein, on est plusieurs à... Là, c'est vraiment très abouti. Je vous le dis honnêtement, on apprend plein de trucs. Mais moi, j'ai appris des choses sur la production du film, alors que je connaissais bien quand même. Vous êtes passionné. Oui, j'avais quelques livres déjà que j'avais lus, j'avais vu, globalement, je connaissais la production du film. Ce qui s'était mal passé. Oui, et vous avez eu des échos. Oui, non, mais je m'étais resté au fil des années depuis longtemps, pour le coup, mais depuis 30 ans au moins, mais j'avais lu quelques livres parus, notamment le journal de bord du scénariste, qui était paru aux États-Unis. D'accord. Mais finalement, ce qui était intéressant, c'est en réunissant toute la documentation, c'est que parfois les gens se contredisent dans leurs souvenirs, parfois leur volonté de tirer un peu la couverture à eux par rapport à la paternité d'une scène, un dialogue, tout ça. Donc il fallait faire un peu le tri, et en même temps, ce que je dis toujours, bon, on peut aussi imprimer la légende, hein, c'est pas très grave, tout ça n'est pas très... Il n'y a pas mort d'homme, il y a des problèmes d'ego, d'aigreur parfois, il y a pu y avoir sur certains. Mais voilà, et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait il fallait que ce soit incarné, moi ce que j'ai vraiment découvert, ou peut-être redécouvert, que je n'avais pas vraiment perçu au départ, c'est que toute cette aventure reste un mauvais souvenir pour Steven Spielberg. Alors évidemment, ça lui a ouvert les portes d'Hollywood comme jamais, et puis... il a eu la carrière qu'on lui connaît. Voilà, et puis le film est célébré 50 ans après, encore en grande pompe, l'été dernier. Film culte, disons les choses. Hein. Oui, et puis qui vieillit pas aussi, hein, qui reste efficace. Ça a ouvert une porte dans le milieu du cinéma Hollywood. Ça a changé Hollywood, tout ça, mais c'est vrai que lui a un souvenir douloureux. Ça a été un cauchemar. Ouais. Mais ça l'a peut-être forgé pour la suite de sa carrière. Sans doute. Quelque part, ça a préparé les fondations peut-être de l'adversité qui lui était promise, et d'une certaine façon de grandir au milieu de cette adversité. Voilà, et puis de refuser des films qui se passent en mer, pour le coup. Mais parce que c'est vrai que on parlait tout à l'heure, mais ce qui était un vrai défi et qui était totalement fou et inconscient, c'est de se dire, on va pas tourner ça dans un bassin à Hollywood, tranquillement, avec des machines à vagues, et bien on va tourner ça en pleine mer. Grosse erreur. Péripéties du temps, les intempéries, etc. Voilà, puis le tournage avancé. Mais bon, assurément. Mais le point de départ, en fait, fait qu'ils vont un peu dans le mur, en fait. Bien sûr. Avec le recul, on s'en rend compte. Ils ont essuyé les plats de plein d'initiatives, hein, clairement. Oui, mais ils ont fait des erreurs au départ, en fait. Le tournage est avancé pour des questions de possible grève à Hollywood. Le scénario, donc, n'est pas prêt. L'acteur doit repartir plus tôt. Les requins vont pas fonctionner. Ça c'est plein de soucis, et de se dire on va tourner là-bas, 100 jours de dépassement quand même, donc c'est énorme. Et c'est là qu'on voit... Ça devait finir au mois de juin, finalement ça finit au mois d'août. Non, mais septembre, et il tourne encore un petit peu en octobre à Hollywood, quelques plans quand on sait ce que coûte un film, évidemment c'est là que ça stresse un peu tout le monde. Ce qui est fascinant, c'est que 100 jours de dépassement, un jeune cinéaste aurait dû être viré très rapidement en fait, mais comme les rushs qui sont vus à Hollywood sont exceptionnels, c'est ça. Et parce que Steven Spielberg était un génie de la mise en scène, finalement il va rester. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire, quelques années après, ils vont faire Les Dents de la Mer numéro 2. Je dis sciemment numéro 2 parce que sinon ça fait les dents de la... Bref. Ils vont engager un réalisateur qui va être viré pour le coup. Lui, pour le coup. Donc ils vont avoir les mêmes problèmes. On reprécise que Steven Spielberg ne voulait pas faire de suite. Entre guillemets, il n'était pas dans ce délire-là, dans ce mood-là. Non, parce qu'il a refusé de faire E.T. 2, et puis finalement il fera une suite à Jurassic Park. C'est précisé quand même, ça. D'une certaine façon, la question lui est posée dans le livre. Oui, mais encore une fois, j'ai pas envie qu'on spoil trop le livre, parce que c'est tellement immersif que du coup, après, on mange des choses importantes. Mais assurément, moi, ce que je veux que les auditeurs retiennent, en fait, c'est que on est au cœur du réacteur et on apprend énormément de choses. Entre guillemets, on a l'impression d'être assistant producteur, quoi. On est un peu dans tous les débats. Quand ça se frite, on est là. Quand il y a des bonnes nouvelles, on est là, etc. Et donc, quand il y a des prises de décision, on est là. Et c'est ça qui est génial. On va faire un petit parallèle par rapport aux scientifiques qui sont impliqués
dans ce livre. Et ça, j'ai trouvé que l'idée, elle était vachement intéressante, parce qu'évidemment, le film a un parti pris par rapport au requin, qui ne représente pas tout à fait la réalité de ce que nous dit le scientifique. Même un peu l'inverse. Bon, là, pour le coup, on peut spoiler, parce que pour le coup, c'est un registre très scientifique, où on explique un petit peu le comportemental des requins, etc. Je ne suis pas un scientifique ni un spécialiste, mais en gros, ce que j'ai apprécié de tout ça, c'est qu'on nous donne quand même un certain nombre de points de repère pour ce qu'on doit réellement penser des requins, et qui malheureusement, comme bien d'autres espèces animales aujourd'hui, sont menacées. Et évidemment, il y a aussi une prise de conscience. Donc il y a un côté, entre guillemets, un peu prise de conscience à la fin du bouquin, qui, à mon avis, est une synthèse positive, au-delà de l'histoire de la bande dessinée, qui nous fait... en fait, vous êtes un loueur de tapis volants, quoi. Et donc du coup, d'une certaine façon, on se promène pendant un petit moment, c'est extrêmement agréable, on voyage en fait au milieu de ce film, en étant transparent et en pouvant tout entendre. Une mouche sur un tapis volant, la classe, quoi, voilà. Et par contre, à la fin, on atterrit gentiment, on se pose, on reprend un peu son souffle, et là on prend acte de la vraie vie. Ouais, et je pense que ça prolonge en fait le combat de Peter Benchley, qui est donc l'auteur au départ du livre. Voilà. Et donc c'est de sa faute, hein, si on a cru que les requins étaient comme ça. Mais c'est vrai qu'après la sortie du livre et du film, son combat, ça a été de montrer qu'il avait tort, et puis qu'il fallait découvrir les requins ne sont pas comme ça. Et donc il a passé sa vie avec sa femme et lui à défendre en fait la cause de ces mammifères pour contredire un peu son propos original et le mal qu'avait pu faire sans doute dans l'inconscient collectif son livre Jaws. Les mâchoires de la peur, pour les fêtes de fin d'année, c'est absolument le cadeau par excellence. C'est donc aux éditions, vous m'avez dit, Huguin et Munine. Et Munine, on redit un coup, Huguin et Munine. Voilà. Donc c'est un livre qui fait partie de la collection, qui inaugure la collection Biopic. Biopic, alors sans trahir un secret, il y aura une suite pour 2026. Donc il y a 2 ouvrages qui sont pour l'instant en fait entre guillemets programmés. Ça sera quelque chose autour du film L'Exorciste. Qui est aussi une production un peu compliquée, mais tout ce qui est... Mais c'est fabuleux, parce que finalement, en fait, on a eu des échos, mais on est au courant de rien. Et là, c'est très immersif. Alors, ça ne sera pas vous, de ce que vous m'avez dit. Non, c'est plusieurs auteurs à chaque fois. Il y aura d'autres histoires pour vous. Je ne peux pas imaginer qu'un fouilleur de votre niveau n'ait pas plein de choses à proposer. Et il y aura un 3e volume qui va être proposé dans l'année 2026. Ça sera autour du film Terminator. Ouais, voilà. Donc, le film de Cameron, le premier film de Cameron. Bien sûr, absolument. Voilà, donc ça, évidemment, c'est une toute nouvelle collection. On le rappelle, donc, Biopic, aux éditions Huguin et Munine. Et donc le livre s'appelle Les mâchoires de la peur, 192 pages, ça coûte 24,95 €. Merci infiniment Jérôme pour cet échange extrêmement nourri. Il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander en fait votre film préféré. Je vais vous demander également votre musique de film préférée. Et puis pour finir, votre réplique préférée. Jérôme, vous avez 3 marches devant vous. La scène vous appartient, c'est à vous. Alors, le film préféré, c'est sans trop de réflexion, parce que c'est une évidence pour moi, c'est La vie privée de Sherlock Holmes, un film de Billy Wilder. Je crois que c'est son avant-dernier film. D'abord parce que c'est une des plus belles adaptations, qui n'est pas une adaptation de Billy Wilder, de Sherlock Holmes. C'est une enquête originale écrite par Billy Wilder. Intéressant. Et son scénariste. Et surtout, c'est un film meurtri. J'aime beaucoup de tendresse pour les films meurtris, c'est-à-dire que le film a été raboté d'1 heure avant sa sortie. Et ça a été une quête de retrouver... J'ai notamment participé à cette quête en travaillant sur un Blu-ray, en retrouvant un reportage d'1 heure sur le tournage du film, et notamment le tournage de scènes qui ont disparu au montage. Donc c'est la seule façon de voir ces scènes qui ont disparu. Mais au-delà de ça, même si avec 1 heure en moins, le film est d'une mélancolie rare, parce que ça raconte des échecs de Sherlock Holmes dans ses enquêtes. Holmes, n'arrivez-vous plus à vous maîtriser? Belle question. N'avez-vous donc pas honte de vous? Plus qu'on ne croit. Mais ceci se chargera d'y remédier. Il n'y avait rien que je puisse faire lorsqu'il s'adonnait à sa passion de la cocaïne, si ce n'est espérer et prier afin qu'une affaire captivante se présentât et l'arrachât cette main. Vous ouvrez une parenthèse qui est quand même très précieuse, c'est que quand vous dites « j'ai retrouvé »,
concrètement, sans nous donner tous vos secrets, mais il faut un réseau grand comme le monde pour avoir ce type de référence. Il faut se faire apprivoiser de gens dans une certaine intimité du milieu du cinéma et avoir quand même les bras longs, comme on dit, parce que c'est pas évident de retrouver des choses aussi précieuses. Oui, ça a été assez rocambolesque parce qu'en plus c'était un document. Mettez-nous un peu dans la confidence, juste par exemple de cette anecdote-là. Voilà, j'ai retrouvé. Votre quête, elle s'opère de quelle manière? Alors j'avais eu un écho d'un possible documentaire sur le tournage dans une télé allemande que j'ai retrouvé et finalement les Allemands m'ont dit que oui c'est chez nous mais on n'a pas le matériel et on n'a pas les éléments, surtout ça datait de 1970 quand même, et ils n'avaient pas non plus les droits hors de l'Allemagne. Mais comme j'avais pu quand même entre-temps visionner cette archive d'une heure, j'ai retrouvé la trace, il y avait le générique forcément, et j'ai retrouvé la trace aux Pays-Bas du producteur qui est décédé, mais son fils était encore actif, et j'ai retrouvé, je ne sais plus comment d'ailleurs, son email, et puis ça s'est goupillé, et voilà, donc on a pu... alors parfois... Ah oui, donc c'est un vrai travail d'investigation, quoi. Oui, mais pour moi c'est de l'archéologie, enfin, c'est de l'enquête pure, et de dérouler, et puis alors, parfois on fait chou blanc, il ne faut pas non plus exagérer, mais oui, il y a des merveilles, récemment, j'ai découvert un documentaire d'une heure sur Brisby, le secret de Nîmes, un dessin animé de Don Bluth, qui raconte toute la production du film pendant une heure, et que personne n'avait jamais vu, parce quelques minutes avaient été diffusées lors de la sortie, et alors là, ça faisait une heure. Mais même moi, j'étais surpris, je pensais que ça durait 10 minutes, et en fait, non, ça dure une heure. Ah bah, formidable. Donc voilà, donc ça a pu être intégré sur un Blu-ray, donc voilà. Tout ça pour dire que oui, La vie privée de Sherlock Holmes, c'est un grand film un peu malade et surtout meurtri, et c'est un des plus grands films de Billy Wilder, pour le coup. Je suis très attaché à ce film, qui n'est pas très gai, mais qui a beaucoup de cœur. Donc voilà. La meilleure musique. Alors la meilleure musique, c'est difficile, parce que j'hésite entre Jour de fête et Les vacances de Monsieur Hulot. C'est marrant, parce que je suis très très fan de ces musiques, mais je ne connais pas le compositeur de ces musiques. Mais oui, j'ai une préférence pour les recherches. Voilà, pour Les vacances de Monsieur Hulot. J'aime beaucoup l'univers musical de Tati, et les thèmes principaux des vacances de Monsieur Hulot. Bien. Et votre réplique préférée alors, du coup, Jérôme? Alors de mémoire, parce que je m'en souviens plus précisément, mais c'est Billy Crystal dans Quand Harry rencontre Sally, qui parle de quand il commence un livre, il commence par la fin. Comme ça, s'il meurt avant, il connaîtra la fin. C'est ce côté noir du personnage au tout début du film, vraiment encore au début du film, avec après la rencontre entre Harry et Sally. Et j'aime beaucoup ce personnage de Harry dans le film de Rob Reiner. Détrompe-toi, j'ai mon côté sombre aussi, comme tout le monde. Ah vraiment? Quand je m'offre un bouquin, je lis toujours la dernière page d'abord. Comme ça, si je crève avant de l'avoir fini, je connais la fin. Et ça, ma vieille, c'est être sombre. Jérôme Ouimont, c'était un plaisir absolu. Merci infiniment pour cet échange. Et puis, merci à vous. Écoutez, on se recroisera forcément. Merci beaucoup. Merci.